Donc bonjour à tous. Donc Delphine et Daniel. Donc cette conférence va durer 1 heure environ. Et puis ensuite, il y aura une séance de questions, discussions d'environ 30 minutes. Donc, notre projet s'appelle La forêt jardinée. Nous sommes en train de créer un exemple d'un nouveau mode de vie et d'agriculture régénératrice qui est basé sur les forêts nourricières. Il y a 4 piliers dans notre projet: l'agriculture régénératrice, la biologie, la nutrition et la psychologie. Nous sommes à Saint-Étienne-d'Albagnan, sur une propriété de 20 hectares. Nous avons environ 17 hectares de forêt pionnière, 3 hectares de prés, et nous cultivons actuellement environ 2000 m². Nous avons commencé les plantations de la forêt jardin au printemps 2019, et depuis elles ont beaucoup continué. On a fait beaucoup de plantations en 2021, et puis depuis chaque hiver, on ajoute des végétaux. Jusqu'à présent, on a planté la strate des arbres, des arbustes, une partie des buissons, une partie des herbacées, une partie des plantes grimpantes, mais il nous reste toujours beaucoup de plantations dans les strates basses. On est aussi pépiniériste d'arbres fruitiers et petits fruits rouges. Notre pépinière est certifiée bio, elle est juste à côté de notre forêt jardin. On greffe tous les arbres sur place, on a 75 variétés anciennes et par conviction personnelle, on vend les arbres sans aucun déchet plastique pour nos clients, donc on les vend en racines nues. Toutes les photos que vous allez voir pendant cette conférence, on les a prises dans notre forêt jardin et dans notre pépinière professionnelle. Quand nous avons étudié les 4 piliers de notre projet, nous avons appris auprès d'ingénieurs agronomes, de biologistes, de botanistes, d'experts et de pionniers dans la permaculture et l'agroforesterie régénératrice, des docteurs et des chercheurs et des psychologues. Ce qu'on a trouvé pendant cet apprentissage, c'était que il existe des solutions pour régler toutes les plus grandes problématiques planétaires. Le souci, c'est que la majorité sont très peu connues. L'ensemble de ces solutions peuvent permettre de réconcilier l'être humain avec le reste vivant et avec lui-même. Nous tenons à souligner comme notre motivation, notre intention avec notre projet, c'est de prendre soin de tous les humains et les générations à venir et tout le vivant. Notre démarche est à la fois d'avoir un impact plus positif que négatif sur notre écosystème et de minimiser notre empreinte écologique. Donc, pour faire cela, nous avons réduit notre consommation dans plusieurs domaines. Par exemple, nous avons réduit notre consommation d'eau domestique de 90% par rapport à la moyenne française. De par nos choix alimentaires, nous évitons de consommer plus de 400 000 litres d'eau par an. Nous avons réduit notre consommation d'électricité domestique de 90% par rapport à la moyenne nationale. Nous avons réduit notre empreinte carbone de 91% par rapport à la moyenne nationale. Nous sommes à 0,483 tonnes par personne par an. Et dans le futur, dans quelques années, on va atteindre la neutralité carbone et après ça, on va avoir une empreinte négative, empreinte carbone négative. Nous avons réduit nos ordures ménagères de 98% par rapport à la moyenne française. Et tout cela, on a fait en augmentant notre qualité de vie. Une particularité de notre projet, c'est qu'il est éco-centré. Éco-centré, ça veut dire que toute décision ou action, on va le faire dans l'intérêt de tout le vivant, l'humain y compris, mais l'humain faisant partie du vivant.
Contrairement par exemple à une vision anthropocentrée qui est très très répandue dans notre paradigme actuel, où en fait on va décider de ce qu'on fait dans l'intérêt de l'humain uniquement et pas forcément penser au reste. On essaie en fait au travers de notre projet de montrer comment l'humain peut avoir un impact plus positif que négatif sur son écosystème, tout ça en ayant une très haute qualité de vie. Les causes d'origine des problématiques planétaires. Donc d'abord, on va essayer de définir une cause d'origine, donc aussi appelée cause première. C'est quand on regarde les problématiques planétaires, on trouve qu'il y a des problèmes et des sous-problèmes qui font en fait une cascade de problèmes. Les problèmes se déclenchent comme le engendrent d'autres problèmes dans la cascade. Et quand on remonte la cascade, on remonte jusqu'on trouve la source. Quelle est la cause d'origine qui crée cette cascade de problèmes? Forte expérience passée dans l'ingénierie, quand on dépeint un problème, un dysfonctionnement, la première étape clé qui est crucial, c'est d'identifier la cause d'origine du problème. Si on n'arrive pas à comprendre et trouver le mécanisme qui déclenche le problème, on n'arrive jamais à arrêter les symptômes et les conséquences. Les conséquences peuvent durer pour toujours tant qu'on n'arrive pas à identifier, comprendre et arrêter la cause d'origine. Donc, les grandes problématiques planétaires que nous connaissons tous, en fait, sont des sous-problèmes. Par exemple, la destruction massive de nos écosystèmes, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, la 6e extinction massive d'espèces qui dure depuis quelques dizaines de milliers d'années maintenant, l'argent qui dicte notre conduite au lieu de nos valeurs et notre morale, la violence psychologique et physique, et la souffrance émotionnelle due à une vie avec peu de sens, en déséquilibre et sans perspective de joie profonde et durable. Donc ces deux causes d'origine, ce sont que l'Homo sapiens n'est pas dans son rôle écosystémique bénéfique et qu'il n'a pas une compréhension profonde et claire de sa propre psychologie. Bon, heureusement, les solutions existent et en fait, il y a juste à les réunir, les mettre en place et voilà. Si vous souhaitez accéder aux sources scientifiques sur lesquelles on s'appuie pour cette conférence, vous pouvez lire notre article si vous voulez sur notre site internet qui s'appelle « À l'aube d'une percée évolutionnaire » où vous aurez beaucoup plus d'infos et aussi vous pouvez consulter notre page ressources si ça vous intéresse. Donc, réconcilier l'humain avec le reste du vivant. Donc, on fait partie de la famille des hominidés. Les grands singes sans queue. Nos cousins sont les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Ces espèces jouent un rôle clé dans leur écosystème et elles ont un impact plus positif que négatif. Comment est-ce que ça se trouve que l'Homo sapiens a un impact beaucoup plus négatif que positif? Quand on a regardé, étudié de près le comportement de nos cousins, nous avons relevé des écarts dans notre comportement. Et si on arrive à nous-mêmes ajuster notre comportement pour supprimer ces écarts, en fait, on peut aussi avoir un impact beaucoup plus positif que négatif sur notre écosystème. Donc, nous proposons que le rôle écosystémique bénéfique de l'Homo sapiens, c'est d'être un disperseur de graines à une échelle massive, comme nos cousins, ce qui augmente massivement la diversité génétique végétale. Aussi d'être une source perpétuelle de fertilité et pas de pollution. De boucler le cycle de nutriments
qui passent par la terre, les plantes, les animaux qui restituent cette fertilité à la vie du sol, qui décomposent cette fertilité, et puis les plantes de nouveau absorbent ces nutriments. Donc voilà, donc, boucler le cycle des nutriments. D'œuvrer dans le sens de la succession écologique. La succession écologique, c'est comment la nature transforme une roche à nu ou une terre à nu en végétation climatique. La végétation climatique, c'est le maximum de diversité végétale qu'un lieu peut supporter. Donc, dans les lieux où il y a plus de 550 mm de pluie par an, la végétation climatique, c'est la forêt. En France, sur 90% du territoire environ, la végétation climatique, c'est la forêt. De diversifier les biotopes. Plus il y a des biotopes, plus les biotopes sont diverses, plus le lieu est résilient. De rendre son écosystème de plus en plus propice à la vie, de restaurer, protéger l'écosystème qui permet notre existence. Les soins qu'on apporte à l'écosystème nous reviennent, et les dégâts aussi, malheureusement. Et sinon, pour finir, d'être un cueilleur de la grande majorité de notre alimentation, comme le font nos cousins. Donc, des solutions concrètes pour ce premier principe d'être un disperseur de graines. Donc, c'est tout simplement de disperser les graines des plantes qui nous nourrissent, ce qui est notre rôle dans la relation symbiotique avec les plantes. Les plantes font un effort pour produire leurs fruits, et donc ça attire les animaux, on consomme les fruits et on disperse les graines plus loin, ce qui crée de façon spontanée un écosystème nourricier autour de nous avec les plantes qui nous nourrissent. Donc ça passe par le semi-spontané. Donc le semi-spontané de graines, répandre les graines en extérieur par exemple. Ça peut aussi passer par le semi-intentionnel, ça peut être en direct, ou ça peut être en pot, mais de suivre le développement de ces végétaux, leur bonne installation, etc. Voilà. Et puis par le compostage. Tant que c'est du compostage à froid, normalement les graines ne sont pas détruites, et donc du coup elles vont germer dans le compost. Si c'est un compost, par exemple d'épluchures, etc., ce serait des graines qu'on n'aurait pas avalées, qu'on aurait mis dedans. Si c'est un compostage de toilettes sèches, par exemple, ben là, ce sont des petites graines qui sont passées par notre système digestif et qui ensuite vont germer dans le compost. Comment est-ce qu'on applique ça chez nous ? Donc, on fait plein de semis directs dans notre forêt-jardin. On composte, bien sûr, les épluchures, les toilettes sèches. Et on est vraiment toujours dans une démarche de faciliter la reproduction de ces plantes pour en fait avoir une très grande diversité végétale et être dans cette intention de faciliter leur reproduction. Sinon, ça passe aussi par la création variétale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté plus de 75 variétés anciennes de fruitiers dans notre forêt-jardin. Et là, on est en train de les laisser se déployer. Une fois qu'ils vont entrer en production, on va du coup avoir une pollinisation croisée entre ces variétés sélectionnées et pouvoir créer de nouvelles variétés en récupérant leurs graines qui auront des caractéristiques très intéressantes car ce sera un mélange de ces variétés. On va aussi faire de la pollinisation manuelle pour quand, par exemple, on a un super pommier et un autre et puis il y a des caractéristiques qu'on aimerait bien croiser. Voilà, on peut venir polliniser manuellement avec un pinceau les fleurs et du coup avoir peut-être un descendant qui aura les caractéristiques qu'on aimerait bien entre ces deux variétés. Donc, des solutions concrètes pour le deuxième principe est une source perpétuelle de fertilité et pas de pollution. On peut utiliser des toilettes sèches au quotidien, par exemple, ce qui permet de préserver notre ressource précieuse en eau douce de surface qui représente seulement 0,02% de l'eau sur la planète. Ça fait que, comme Delphine vient de dire, on participe dans la dispersion de graines que nous avalons et qui passent par notre système digestif.
Ça permet de boucler le cycle de nutriments. Donc, quand on consomme ce qui a été cultivé sur notre parcelle, on restitue les nutriments. Et donc, on évite d'appauvrir le lieu et on peut entamer un cycle vertueux d'aggradation, d'amélioration de la fertilité du lieu. Ça évite la pollution de l'eau dans les toilettes à eau. Ça augmente la fertilité globalement du lieu, comme ce que font nos cousins. Donc, chez nous, c'est pas surprenant, mais on utilise des toilettes sèches et on effectue un compostage soit de 1 an ou 2 ans selon l'utilisation finale prévue. Ça nous évite de consommer, polluer 24 000 litres d'eau par an. On n'utilise pas de produits de ménage qui ne soient pas non biodégradables. Et pour le traitement de nos eaux grises, on a retenu l'utilisation d'une phytoépuration. Les eaux grises, c'est toutes les eaux utilisées qui sortent d'une maison, hors les eaux noires qui sont les eaux qui sortent des toilettes à eau. Donc voilà, on n'a que la gestion des eaux grises. Et puis sinon, comme on composte beaucoup, ça nous permet vraiment de restaurer le sol de nos parcelles. On a pu comme ça vraiment améliorer la fertilité de certaines zones. Et on veille donc toujours à boucler la boucle de nutriments, comme disait Daniel, mais ça passe aussi par à la fois le fait que, par exemple, si on va cueillir des tomates, n'importe quoi, sur la parcelle, qu'on va les manger, ensuite, si on ne les remet pas quelque part à travers les toilettes sèches, le compostage des toilettes sèches, en fait, on exporte des nutriments, on prend des nutriments qui ne reviennent pas. Et on a aussi cette même démarche avec la taille. Quand on taille des végétaux, on va systématiquement mettre ça au sol pour nourrir la vie du sol et surtout aussi pour ne pas extraire ces nutriments. Parce que si on emmène les tailles ailleurs, en fait, on exporte des nutriments de la parcelle. Et année après année, en fait, on appauvrit son sol. Donc, comme j'ai mentionné, nous avons réduit de 98% nos ordures ménagères. Nous avons aussi entamé une descente énergétique planifiée, c'est-à-dire nous remplissons nos besoins universels avec des moyens qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui sont très souvent de basse technologie. Nous minimisons nos achats et on préfère autant que possible acheter quelque chose qui peut être composté tel quel, sans polluer à la fin de sa vie. On préfère acheter d'occasion autant que possible. Par exemple, 95% de nos vêtements sont d'occasion. Et puis, on répare tout ce qu'on peut pour prolonger sa vie. Et puis, au final, quand quelque chose arrive en fin de vie, on recycle tout ce qu'on peut. Donc, les solutions concrètes pour le troisième principe, l'agriculture régénératrice. Ce principe, c'est de cultiver son alimentation principalement sous forme de la végétation climatique du lieu. Comme Delphine a dit, sur 90% du territoire français, la végétation climatique, c'est la forêt. Et il y a de très vastes régions du monde où c'est pareil, où c'est la forêt. Donc on a un grand intérêt à maîtriser la culture de notre alimentation sous forme de forêt. Et quand on dit une forêt climatique, on ne veut pas dire une forêt avec une canopée fermée où il y a beaucoup trop d'ombre pour cultiver beaucoup d'aliments. On veut dire un écosystème climatique. Ça veut dire un mélange de biotopes. Par exemple, des clairières et des lisières, des zones aquatiques, des zones avec la canopée éclaircie et d'autres zones avec la canopée plus fermée. Ça fait qu'un maximum de biodiversité peut habiter ce lieu, ce qui augmente la résilience de l'écosystème. Et donc, quelles sont les productions qu'on peut trouver dans une forêt-jardin ? Donc, forêt-jardin, forêt nourricière, forêt comestible, ce sont des synonymes.
Donc les productions, c'est très divers. En fait, c'est surtout l'architecture qui va changer par rapport à l'agriculture qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc on va y trouver des fruits, des légumes, des graines, des noix, des céréales, des plantes aromatiques et médicinales, des plantes potagères, des fleurs comestibles, des champignons, on peut y récolter de la sève, on peut y faire du bois d'œuf, du bois de chauffage, des petits élevages. Voilà, il y a vraiment une très très grande, beaucoup de possibilités. La particularité de cette façon de cultiver, c'est qu'on va cultiver chacune des 7 strates qu'on trouve dans une forêt naturelle. Donc ces 7 strates, c'est si on part d'en bas, il y a les tubercules. Dans les tubercules, on pourrait trouver par exemple des pommes de terre, patates douces, de la glycine tubéreuse, de l'igname de Chine par exemple. Puis après ça, on a la strate des couvre-sols. Donc ça peut être des fraisiers, de la menthe, de la mélisse, plein de choses. Puis on a la strate des buissons. Donc là, on pourrait avoir des petits fruits, par exemple, des framboisiers, cassissiers, groseilliers, etc. Puis on a la strate des arbustes. Donc ça pourrait être un pêcher, un amélanchier et plein d'autres. Puis la strate des arbres. Dans les arbres, on va avoir des noyers, par exemple, ou des grands pommiers, des plaques miniers qui font les kakis, etc. Et la strate des plantes grimpantes, donc ça peut être de la vigne, du kiwi, kiwai, etc., qui vont grimper librement dans la végétation. Quelle est la productivité d'une forêt-jardin? En fait, c'est extrêmement dense comme façon de cultiver, donc ça peut être très très productif. Il y a le projet de Graham Bell en Écosse, où il a mesuré tout ce qu'il a sorti, tout ce qu'il a récolté de sa forêt-jardin. Et on est à un équivalent de 13 à 16 tonnes à l'hectare, ce qui est beaucoup. Donc l'agriculture qu'on connaît bien aujourd'hui, l'agriculture standard, en fait c'est une agriculture de steppe qui a été développée, comme on le sait, dans le croissant fertile, dans une zone où la végétation climatique, c'est la steppe, donc la prairie. Et donc en fait, les plantes qui ont été domestiquées pour beaucoup sont des herbacées. On a aussi développé l'élevage. Et en fait, quand l'Homo sapiens a migré et est arrivé en Europe notamment, il s'est retrouvé face à une magnifique forêt, la forêt primaire européenne, dont il reste un tout petit bout aujourd'hui à Białowieża, la forêt de Białowieża. Mais c'était une très grande forêt primaire. Et là, en fait, il ne savait pas comment, il ne pouvait pas cultiver les plantes qu'il connaissait de la façon qu'il maîtrisait dans une forêt. Il y avait trop d'ombre. Donc du coup, il a coupé, brûlé la forêt pour recréer ce qu'il connaissait. Donc des champs et des prairies pour cultiver les plantes qu'il connaissait et aussi y faire de l'élevage. Et en fait aujourd'hui on hérite toujours ce type d'agriculture. Mais le problème c'est qu'en fait quand on le fait dans une région où la végétation climatique c'est la forêt et qu'on le fait sur des grandes surfaces, c'est forcément destructeur. On a vraiment des gros soucis qui se déclenchent. Ouais, quand on continue à œuvrer contre la succession écologique pour insister à faire des champs et des pâtures, on ramène la végétation plus mature dans un état climatique vers un état plus immature, moins fertile, moins résilient, moins stable. Et quand on fait ça pendant des décennies ou des siècles ou des milliers d'années, on finit par créer un désert. C'est la désertification. Et en 10 000 ans d'agriculture de steppe, l'Homo sapiens a créé 2 milliards d'hectares de désert. Mais ce n'est pas notre rôle écosystémique bénéfique de créer des déserts. C'est d'œuvrer avec la force du vivant, avec la succession écologique, pour aller vers un écosystème climatique. L'agroforesterie régénératrice fait cela. On œuvre dans le sens de la succession écologique, on prend une parcelle dans son état, on constate où la parcelle est dans la succession écologique et on poursuit la succession écologique. Ça fait qu'on augmente la biodiversité de la parcelle, on augmente sa fertilité, résilience et stabilité.
et sa propension à la vie. Si on cultivait des forêts-jardins autour de nos habitations, de nos hameaux, communes, etc., ça nous permettrait déjà de relocaliser notre production alimentaire, donc d'avoir une grande sécurité alimentaire comparée à aujourd'hui, mais aussi d'avoir une grande diversité alimentaire, parce que dans les forêts-jardins, on peut inclure beaucoup plus d'espèces que ce qu'on trouve habituellement dans le commerce. Voilà, ça peut aussi être plus nutritif si on y inclut des plantes sauvages notamment, parce que les plantes sauvages sont de manière générale plus nutritives que les plantes cultivées. Et ça permettrait, quand on cultive une forêt-jardin, on n'utilise pas de produits toxiques, parce qu'en fait on imite vraiment le fonctionnement du vivant, on s'en inspire et en fait il n'y a vraiment pas besoin. Créer une forêt-jardin, c'est créer un paysage comestible. Parce qu'en fait, on y installe beaucoup de végétaux vivaces, des arbres notamment, mais aussi d'autres végétaux vivaces. Et donc, c'est créer quelque chose qui va durer sur des années, voire sur des centaines d'années pour certains arbres. Et donc, c'est un paysage comestible qu'on peut se transmettre de génération en génération. Et ça permettrait en fait de réconcilier agriculture et écologie, de cultiver sous forme de forêt-jardin, parce que comme on améliore, on améliorer le lieu en cultivant, en fait, il y a vraiment une symbiose entre agriculture et écologie. Ça nous permettrait de restaurer massivement nos écosystèmes, si on le faisait à grande échelle, et de ne pas juste se concentrer comme aujourd'hui uniquement sur sauver les quelques petits bouts naturels qu'on a encore heureusement aujourd'hui, mais de vraiment lancer une grande restauration de nos écosystèmes en relocalisant en plus notre production alimentaire. Oui, donc si on cultivait des forêts-jardins à très grande échelle et on consommait directement les aliments, la production, ça nous permettrait de réduire la surface agricole nécessaire pour nourrir la population française de jusqu'à 70%. Avec cette surface libérée, une grande partie pourrait être restituée au reste du vivant avec qui on partage cette planète. Ça permettrait à la forêt européenne, la forêt climatique européenne de se recréer en France à l'image du projet de Francis Allais, un botaniste français très renommé. Ça permettrait aussi de capter des quantités astronomiques de CO2 et de restaurer les cycles hydrologiques. Les cycles hydrologiques ont été cassés depuis quelques milliers d'années par l'agriculture de steppe et le fait de détruire les forêts. Et c'est une cause majeure des sécheresses que nous subissons aujourd'hui. La seule solution, c'est de restaurer les cycles hydrologiques. Ça se fait avec la végétation climatique et quand on réconcilie l'agriculture et l'écologie, on cultive sous forme de forêt-jardin, on arrivera à restaurer les cycles hydrologiques massivement et arrêter les sécheresses qui sont causées par cela. Donc l'application de ce principe chez nous, donc nous cultivons notre forêt-jardin et notre pépinière en sol vivant, c'est-à-dire notre intention est de toujours nourrir la vie du sol qui s'occupe de la fertilité pour les plantes et aussi la bonne santé des plantes. Nous cultivons un grand mélange de plantes vivaces et d'annuelles, y compris dans la pépinière. On fait une polyculture d'arbres fruitiers qu'on vend et aussi de plantes potagères dans la pépinière sur les mêmes plates-bandes pour augmenter notre production alimentaire locale. On est aussi très focalisé sur le fait de prévenir toute érosion. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir un paillage vivant de préférence, sinon en décomposition, ou encore mieux, un mélange des deux. On est dans une démarche de cultiver notre paillage sur place pour en fait arrêter notre dépendance sur le pétrole pour
importer cette fertilité. Au début, on a importé pas mal de fertilité, du fumier, de la paille, du broyat, etc. Et là maintenant, on est vraiment dans une démarche d'autoproduire ce paillage sur place. Mais sur place, c'est vraiment sur place. C'est-à-dire que c'est presque, on cultive la biomasse pour chaque mètre carré sur chaque mètre carré. C'est pas aller chercher la biomasse sur une parcelle à côté et la rapporter. Donc c'est vraiment une culture très très dense où on va vraiment cultiver bien plus qu'en fait que ce que le mètre carré peut supporter si tout devenait adulte. Mais on va récolter la biomasse et la mettre au sol. Et entre-temps, ça va faire un paillage intense, vivant, qui capte un maximum qui fait un maximum de photosynthèse. On est dans une démarche de restaurer nos parcelles. En fait, ce sont d'anciennes vignes, nos parcelles, avec un sol très dégradé. Il y a eu énormément d'érosion, il y a eu l'application de produits toxiques qu'on a retrouvés dans les bâtiments à côté. Enfin voilà. Et donc on est vraiment dans une démarche de restaurer ces parcelles en les cultivant. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux de l'agriculture régénératrice sous forme de forêt-jardin, c'est qu'en fait on peut, en cultivant, améliorer son sol, la biodiversité du lieu, la résilience du lieu, et aussi recréer des cycles hydrologiques locaux et, si c'était fait à grande échelle, recréer les autres cycles hydrologiques. Donc, la forêt et les forêts-jardins, avec une densité de végétation multi-étagée, a un effet de climatisation. C'est-à-dire que l'énergie solaire qui tombe sur la forêt ou une forêt-jardin dense est convertie à 80% en chaleur latente. Chaleur latente n'augmente pas la température de la matière. La chaleur latente sert simplement à changer la phase de la matière. Par exemple, changer de l'eau liquide en vapeur d'eau, mais sans augmenter sa température. Seulement 10% de l'énergie solaire qui tombe sur une forêt-jardin ou une forêt est restituée sous forme de chaleur sensible. Donc la chaleur sensible, ça veut dire la chaleur qu'on ressent comme un four, la chaleur d'un poêle ou un four. Donc ça fait un grand effet de climatisation et pendant les journées les plus chaudes de l'été, nous constatons un écart de température de moins 4 degrés Celsius dans notre forêt-jardin par rapport au village juste à côté. Nous avons aussi l'objectif d'autoproduire notre alimentation, d'être autosuffisant en alimentation sur une surface de 1000 m² par adulte. Cela va nous permettre de supprimer l'empreinte écologique de la production de notre alimentation et faire en sorte que la production de notre alimentation ait un impact uniquement bénéfique. On veut aussi proposer un exemple d'agriculture post-pétrole parce que c'est une source finie. Et nous et les générations à venir, on risque d'avoir à gérer ce défi. Et à terme, nous allons pouvoir capter plus de CO2 dans notre forêt-jardin et dans notre pépinière que ce que nous émettons, sans compter le reste de notre propriété qui capte environ 106 tonnes de CO2 par an. Donc, quand on plante notre forêt-jardin, on est dans cette démarche de créer un paysage comestible qui, on l'espère, sera transmis de génération en génération. Et puis, aussi qui devienne autonome. Et sinon, pour le reste de nos parcelles, qui sont en zone 5, selon le zonage de la permaculture, la zone 5, c'est une zone où on va aller s'inspirer du fonctionnement de la nature, observer, mais on ne va pas intervenir. Et donc, le fait pour nous de mettre le reste de nos parcelles en zone 5, c'est faire un pas vers le fait de laisser la nature avancer vers la forêt climatique européenne. C'est actuellement une forêt pionnière, mais on laisse la succession écologique naturelle se faire pour aller vers une forêt, climatique naturelle.
Donc, les solutions concrètes concernant le principe d'être principalement un cueilleur de notre alimentation. Donc, le principe, c'est de s'alimenter avec les moyens physiologiques dont le corps humain se dispose. Donc, de remplir nos besoins nutritionnels avec des aliments qui nous attirent et qui nous plaisent dans leur état naturel et cru, qui n'ont pas besoin d'assaisonnement ou d'être transformés pour être agréables à consommer. Ça pourrait aussi aider énormément à arrêter la 6e extinction massive des espèces qui dure maintenant depuis quelques dizaines de milliers d'années, qui est causée principalement par la surpêche, la surchasse, la destruction d'habitats et de la pollution. Donc, comment est-ce qu'on applique ça chez nous? Dans notre alimentation actuelle, on a une empreinte carbone qui est de 0,56 tonnes par personne par an. Donc, c'est 72% de moins que pour la moyenne nationale. D'ici 5 à 10 ans, on planifie que notre forêt, jardin et pépinière nous permettent d'atteindre la neutralité carbone. Et après 10 ans, carrément, elles capteront plus de CO2 que ce qu'on émet, tout compris en fait, donc pour l'alimentation aussi. Nous faisons le choix de manger bas sur la chaîne alimentaire, ce qui nous permet de minimiser l'empreinte écologique de notre alimentation et aussi d'éviter des aliments dans lesquels les polluants se sont accumulés, parce que les aliments plus hauts sur la chaîne alimentaire ont accumulé plus de polluants pendant leur vie. Donc, nous essayons, notre objectif, c'est de remplir nos besoins nutritionnels en ayant un impact plus positif que négatif sur notre écosystème et à travers la culture, la production de notre alimentation, restaurer nos parcelles. Il y a plein de plaisirs gustatifs dans ce que nous consommons. Les chercheurs qui étudient des chimpanzés, des bonobos ont identifié ou créé, disons, 3 catégories d'aliments que les bonobos et les chimpanzés consomment. La première catégorie, c'est des aliments de premier choix qui sont consommés en grande quantité au quotidien tant qu'ils sont disponibles. Et puis les aliments de second choix qui sont consommés en moins grande quantité mais au quotidien. Et puis des aliments de famine, c'est des aliments qui sont consommés uniquement quand les autres aliments de premier choix et second choix ne sont plus disponibles. Pour nous, nous considérons qu'il y a 4 catégories d'aliments, donc de premier choix, second choix, troisième choix et des aliments de famine. Donc, nous priorisons la culture des aliments de premier choix et second choix dans notre forêt jardin et on produit quand même en plus petite quantité les aliments de troisième choix et les aliments de famine. Donc, psychologie et environnement. Donc, quelque chose qui nous a été vraiment clé dans notre cheminement, c'est la compréhension et aussi savoir identifier les 140 environ besoins universels humains que nous avons. Ça nous a permis en fait de trouver notre voie, d'avoir la clarté. En fait, quand on a une stratégie dans la vie, qu'on fait quelque chose de spécifique, c'est toujours pour remplir des besoins universels, qu'on en ait conscience ou pas. Et donc en fait, si on apprend à identifier ses besoins, à descendre au niveau de ses besoins, mais en fait ça nous permet si la première stratégie qu'on avait a par exemple un impact fort négatif sur l'écosystème, ça nous permet en fait, en ayant la visibilité sur ses besoins, de chercher une nouvelle stratégie qui remplirait ces mêmes besoins. Mais en plus, cette nouvelle stratégie déjà nous permettrait d'avoir un impact, par exemple, plus positif que négatif, mais en même temps, nous permettrait aussi de remplir des besoins qu'on ne remplissait pas avec la première, comme par exemple unité intérieure, ou accomplissement de soi, évolution, stabilité, sécurité. Par exemple,
si le climat était stabilisé ou des choses comme ça. Donc ça a vraiment été quelque chose de très très clé pour nous. Et aussi, quand on a démarré notre projet, la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, a vraiment été une source d'inspiration pour nous. Et on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on veut voir dans le monde en fait, vu les problématiques actuelles. Et on s'est posé, on a vu nos besoins qui étaient en jeu, et on s'est dit, ok, on met en place les solutions pour le faire. Après, on trouve des stratégies pour réussir, et voilà, et ça peut prendre du temps. Et voilà. Quand on a une visibilité claire de ces besoins universels, ça nous permet de cibler, de chercher, d'insister sur le fait d'être dans des relations symbiotiques avec le reste du vivant autant que possible et éviter des relations parasitiques. C'est-à-dire quand on se sert de l'autre sans lui rendre aucun service. Ça nous permet de enfin réellement prendre soin de l'ensemble des communautés de super-organismes qui est la Terre. Être en pleine conscience émotionnelle, ça nous a aussi permis vraiment de nous faire une vie plus joyeuse en fait. Et on trouve que c'est un grand avantage dans la vie d'avoir ces connaissances pour avancer comme ça. Avec cette visibilité claire des besoins universels, ça nous permet de maintenir une vie en équilibre. Souvent, nous sommes poussés à vivre en déséquilibre dans l'organisation sociale aujourd'hui. Ça nous permet de vivre une vie pleine de sens et d'amour, d'harmonie et d'arrêter des comportements de compensation pour un mal-être qui est plus ou moins inconscient. Et souvent, ces comportements de compensation ont un effet beaucoup plus négatif que positif sur nos écosystèmes. Dans notre article, à l'aube d'une percée évolutionnaire, on parle beaucoup plus de ce côté, ce pilier de la psychologie et des solutions concrètes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lire cet article pour avoir plus de détails. Quand on met en place ces solutions, ça permet d'avoir une vie de plus haute qualité, en meilleure santé. Et puis, en fait, ce qu'on trouve, c'est que même si les autres ne changent rien, au final, ça nous apporte plus de joie. Donc, autant le faire. Donc, nous tenons tellement à prendre soin de tous les humains, les générations à venir, et de tout le vivant. Donc, si ça vous dit, ça nous dirait beaucoup d'œuvrer avec vous pour transformer cette autodestruction collective en régénération collective. Je vous propose une petite histoire, si ça vous dit, dans le monde qu'on pourrait créer. Je vous propose de fermer les yeux et de visualiser un instant, si tu veux passer à la petite image d'inspiration. Donc je vous propose de fermer les yeux et de visualiser un instant une France resplendissante de forêt. Vous sortez de chez vous et vous vous trouvez dans un paysage comestible, étagé, luxuriant, coloré, mimétique à la structure d'un jeune bois plus ou moins clairsemé, avec des clairières, des zones ombragées et ensoleillées, des zones aquatiques aussi. Les végétaux qui vous entourent sont nourriciers. Arbres, arbustes, buissons, plantes grimpantes, herbacées, couvre-sol et tubercules. Quelle sécurité alimentaire! Quelle beauté! Vous sentez une délicieuse odeur de vanille sucrée. Ce sont les chalefs d'ébing qui sont en fleurs. Vous parcourez une vingtaine de mètres pour voir où en est le mûrissement des azimines, les mangues d'Europe, qui semblaient presque mûres hier. Vous passez devant un figuier
et ne pouvait résister à l'envie de cueillir quelques figues noires au goût intensément sucré. Sur les branches du figuier, vous remarquez les dernières grappes de raisin prêtes à récolter. Les premières azimines ne sont pas encore mûres, mais ce sera probablement pour demain ou après-demain. En continuant votre promenade, vous remarquez que les glycines tubéreuses sont prêtes à récolter. Vous reviendrez tout à l'heure avec votre panier et en ferez une poêlée ce soir. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres dans la forêt nourricière qui se trouve à proximité de votre éco-hameau, vous voilà maintenant dans la forêt naturelle. La nouvelle forêt climatique qui couvre le territoire français entre les forêts-jardins situées autour des communes, où s'y déploient des arbres majestueux, âgés de plusieurs centaines à milliers d'années. Vous entendez des bruits de végétation à proximité du cours d'eau. Vous vous approchez. Ce sont des chevaux sauvages qui sont venus boire. La biodiversité est à son maximum. Le climat s'est stabilisé. Votre vie est pleine de sens. Vous vous sentez unifié, vivant, serein par rapport au futur, centré, en harmonie, paisible et heureux. Plantons tous ensemble des forêts nourricières, soyons le changement que nous aimerions voir dans le monde, créons l'abondance, la beauté et la joie. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, on peut passer à la séance questions-discussions. Je peux passer le micro à quelqu'un si quelqu'un a quelque chose à dire. Merci beaucoup pour tout ça. Je voulais savoir si vous introduisiez des espèces qui ne sont pas de la région, ou est-ce que vous respectez scrupuleusement la plantation d'espèces de arbres, enfin tout. Voilà, c'est local ou pas? Donc il y a un mélange. Donc presque toutes les espèces que nous consommons viennent d'ailleurs, viennent hors de la France. Les rosacées viennent principalement de l'Asie, par exemple les pommiers, les pêchers, les poiriers, cerisiers, tout ça ne vient pas de la France. Puis la très grande majorité de nos plantes potagères, même les céréales, viennent de très loin de la France. Donc, avec le déplacement de ces espèces avec le temps, ça fait qu'on a accumulé un certain nombre d'espèces qui sont rustiques et compatibles avec la culture ici. Donc, ça fait forcément qu'il y a un mélange d'espèces qui viennent disons, partout dans le monde. Donc, on évite des espèces qui seraient sur la liste noire d'espèces envahissantes. Mais sinon, une autre espèce, en fait, ne vient pas d'ici non plus. On vient de l'Afrique tropicale. Donc, on s'est mis dans ce climat. Et dans notre zone d'origine, on avait des aliments locaux et indigènes qui nous alimentaient. Ici, on utilise la richesse de patrimoine végétal qui a été constitué depuis des milliers d'années par la sélection de variétés dans le temps. J'espère que ça répond à la question. Oui, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il manquait d'espèces ici pour qu'il y ait une variété suffisante? Oui, on peut dire aussi... si tu veux répondre, je peux te passer le micro. Mais, donc, ça veut dire qu'on s'est procuré, par exemple, plein d'espèces, donc des pommiers, des figuiers, des cerisiers, des grenadiers, des plaques miniers, des pruniers, plein de petits fruits rouges et d'autres espèces vivaces, la glycine tubéreuse, et les plantes potagères que nous consommons, les courgettes, les tomates qui viennent d'ailleurs. Donc, ça veut dire que quand je parle d'espèces qui ne sont pas indigènes à la France, ça veut dire qu'il y a
8000 ans ou quelque chose comme ça. Donc, notre espèce a ramené ces espèces alimentaires fort utiles, les céréales du Moyen-Orient et beaucoup de solanacées de l'Amérique du Sud, les fraisiers de l'Amérique du Sud, par exemple, le maïs des Amériques. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un grand mélange d'espèces fort intéressant pour l'alimentation, mais la majorité qui sont cultivées même dans la culture standard ne viennent pas de la France, au final. Alors, l'objectif, c'était d'augmenter la rusticité, en fait, de ce que vous plantez. D'augmenter... Oui, c'est plus au niveau de la diversité et la résilience dans l'agro-écosystème de la forêt-jardin. Donc, rusticité, on choisit des espèces qui sont assez rustiques pour survivre des hivers ici. On pousse les limites, on teste des choses, par exemple des orangers qui sont greffés sur un protogreffe qui est Pontylus trifoliata qui résiste à moins 20, alors que l'oranger lui seul mourrait dans les hivers que nous avons chez nous, mais le protogreffe induit une plus haute résistance au froid, à l'oranger, et donc nous arrivons à cultiver des orangers. Chez nous, d'ailleurs, il y a des oranges sur cet jeune oranger à droite dans la photo. Qu'avez-vous... je m'excuse, j'ai le micro, j'en profite un peu. Qu'avez-vous observé comme changement au niveau des animaux depuis que vous avez commencé toute votre œuvre? Au niveau de la biodiversité animale, c'est ça. Donc la zone actuelle de forêt-jardin, c'est une zone qu'on a clôturée parce que c'est la zone 1 où on cultive vraiment beaucoup de plantes potagères et autres dans les strates basses, donc qui seraient très endommagées, par exemple si des sangliers passaient par là. Donc on a fait une clôture en branchage tout autour de cette zone-là. Sinon, au niveau biodiversité plus petite, ce qu'on va voir, ce qu'on observe récemment, depuis 1 an environ, c'est que maintenant on a des gros serpents, des couleuvres qui s'installent dans la forêt jardin alors qu'avant on n'en voyait jamais. Par exemple, l'autre jour, je suis passée dans la forêt jardin et il y avait 2 couleuvres de Montpellier de 2,50 m de long qui sont passées juste devant moi. Je suis là, waouh! On apprécie vraiment leur présence parce qu'elles aident à gérer la population des rongeurs. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Sinon une expérience qu'on a eue aussi, c'était dans notre potager. On a eu la première année, on n'a pas eu de limaces, pas de façon problématique. La seconde année, on a eu vraiment une explosion de limaces. Et en fait, on avait lu, etc., qu'en favorisant l'installation des prédateurs naturels, en leur installant leur biotope, etc., des petits abris et tout ça, sous forme de cailloux ou autres, tas de branches, etc., ensuite ils allaient venir et régler, contrôler la population des limaces l'année suivante. Donc, cette année 2, on était là, on avait sur nos pommes de terre, nos topinambours, mais des centaines et des centaines de limaces et les topinambours, on n'arrivait même pas à vivre. C'était vraiment beaucoup. Et donc du coup, on a ramassé des limaces dans nos mains et on les a mises 50 mètres à côté du potager, donc vraiment pas loin, pour laisser de la nourriture pour les prédateurs, pour que les prédateurs puissent trouver « Ah, c'est une ressource intéressante en nourriture ici », et qui viennent s'installer dans la zone. Et donc, mais on a quand même sauvé nos plantes. Voilà. Et en fait, l'année suivante, et depuis, on n'a pas de souci de limaces. C'est-à-dire que oui, elles sont présentes, de toute façon, elles sont nécessaires pour la décomposition de la matière organique, pour nourrir le sol, disons, accélérer la décomposition de la matière organique et rendre le sol plus fertile. Mais voilà, on est vraiment très content de cette expérience avec les limaces et leurs prédateurs. Je ne sais pas s'il y avait d'autres animaux. On voit pas mal de diversité, d'insectes, c'est très divers. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter.
Oui, j'allais dire, on n'a pas fait d'inventaire de la biodiversité animale avant et après pour avoir une mesure de cette évolution. C'est quelque chose qui nous intéresse dans le futur avec notre projet et d'autres parcelles qu'on va cultiver. Mais voilà, il faudrait plutôt un inventaire pour pouvoir mesurer dans le temps cette évolution. Mais au niveau végétal, la biodiversité a explosé énormément. S'il vous plaît, est-ce que vous arrosez? Oui. Vous avez de l'eau? Donc oui, la question c'est est-ce qu'on arrose? Donc oui, pour l'installation des végétaux. Donc pour les arbres et les arbustes, quand ils ont pas germé sur place, ils sont en gros pas autonomes les premières années. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, ils sont pas autonomes les premières années. Donc on les arrose pendant 2 à 3 ans régulièrement pour qu'ils s'installent efficacement. Parce que ça leur permet, en fait, en tant que pépiniériste, on voit les racines des arbres, parce qu'on les déterre et on les voit en racines nues. Donc on observe qu'un arbre qui pousse bien au niveau foliaire pousse bien au niveau racinaire, et qu'un arbre qui pousse peu au niveau foliaire pousse peu au niveau racinaire. Et donc c'est quelque chose qu'on trouve en fait dans notre sol, dans nos conditions. On a un sol très drainant parce qu'il y a eu vraiment énormément de pertes de matière organique et il est il est limono-sableux et donc il y a peu d'argile, vraiment peu d'argile. Donc il retient mal l'eau. Et dans nos conditions, un arrosage suffisant au démarrage permet aux arbres de vraiment s'installer rapidement et ensuite de devenir autonomes. Par exemple, on a des mûriers, platanes qui font des baies, des petites mûres, qu'on a plantés il y a 2 ans. On les a arrosés 2 ans et là, cette année, on ne les a pas arrosés de tout l'été et voilà, ils sont installés. D'accord. Oui. Un peu plus d'informations. Donc, une partie de notre démarche, c'est d'abord réduire notre propre consommation d'eau drastiquement et puis réallouer une partie de cette eau pour installer des végétaux qui vont produire pendant des dizaines, voire des centaines d'années sans arrosage. Donc 3 ans, disons, je pense à un pommier par exemple. Donc si on arrose le pommier 2 ou 3 ans, il s'installe, il pousse, il entre en production pendant 150 ans, disons. Sans arrosage, on économise énormément d'eau d'arrosage pendant sa vie. C'est un peu notre démarche. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que vous faites un plan de culture quand vous allez planter une variété est-ce que vous savez où est-ce que vous allez la mettre, à côté d'une autre variété, à côté de légumes ou avec d'autres arbres? Oui, on fait des guildes souvent. Donc une guilde, c'est une association de végétaux qui vont bien pousser ensemble. Donc par exemple, ça peut être un arbuste avec une plante grimpante, avec un buisson et puis une herbacée, quelque chose comme ça. Et donc on va chercher à associer comme ça des végétaux et on documente tout ce qu'on fait. On a un plan de la forêt-jardin où on note tout ce qu'on plante, oui. Aussi bien au niveau des espèces que des variétés, pour ensuite pouvoir les reproduire et savoir ce qu'on reproduit. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ou... Oui, et alors par rapport à la récolte, est-ce que vous faites des ventes de légumes, de fruits, ou est-ce que c'est est-ce que c'est la pépinière principalement? Ouais, notre source de revenus c'est la pépinière. C'est très en synergie avec notre projet. Parce qu'en fait, avec la forêt-jardin, on crée cet exemple qu'on fait visiter, on fait des visites et à l'avenir, on fera des stages, des formations, etc. Et puis, on vise d'atteindre l'autonomie alimentaire, comme je disais tout à l'heure, avec cette plantation. Et à côté de ça, fournir des végétaux au travers de la pépinière à d'autres personnes qui souhaitent planter de l'alimentation, des arbres, etc. pour eux-mêmes. Ça va c'est aussi très en synergie avec notre projet, un peu plus que de juste en fait faire des fruits et des légumes qu'on vend. Voilà, c'est quelque chose auquel on avait pensé aussi, mais voilà, pour moi on s'est vraiment orienté comme ça.
Et quand vous récoltez pour vous, est-ce que vous récoltez au fur et à mesure? Est-ce que vous faites de la conservation Je peux aussi tester parce que je parle beaucoup. Ça marche. Donc, ça dépend. Donc, il y a un peu plusieurs réponses à la question. Donc, la première chose, c'est que nous suivons les 3 phases d'abondance décrites par Bill Mollison, le cofondateur de la permaculture. C'est-à-dire qu'il a décrit la première phase, c'est une abondance d'espèces. On se procure un grand nombre d'espèces, mais pas en grande quantité. Et puis on plante ces espèces et on les laisse pousser 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'on arrive à récolter de matériel de reproduction végétale. Ça veut dire des graines ou des boutures ou des greffons ou des plants issus de marcottage, par exemple. Et puis on plante et on reproduit ces végétaux pendant encore quelques années et on les laisse entrer en production. Donc, quand on arrive dans la seconde phase d'abondance, nous avons une abondance de matériel de reproduction végétale pour multiplier les plantes au-delà de nos besoins. Et puis la troisième phase, c'est quand tous ces végétaux entrent en production, ça fait une abondance de récolte. Donc actuellement, pour la majorité des espèces chez nous, nous sommes dans la seconde phase d'abondance. Ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de matériel de reproduction végétale, donc on les multiplie à grande échelle. Mais on attend les récoltes de beaucoup des arbres qu'on a plantés qui prennent plusieurs années pour entrer en production. Nous avons déjà des récoltes de certaines choses, par exemple les amélanges qui étaient dans une photo à l'écran. Mais c'est vraiment le début. Donc, l'autre partie de la question, je dirais, c'est pour notre pépinière et notre forgeron, nous avons choisi une gamme de variétés pour chaque espèce, par exemple l'espèce pomme, et puis des variétés de pommes qui étalent la récolte au maximum. Par exemple, pour les plaques miniers, les kakis, on a 12 variétés dans notre pépinière qui permettent d'étaler la récolte entre fin août et fin janvier avec la conservation des derniers kakis jusqu'en fin février. Donc 6 mois de l'année, on peut avoir des kakis frais ou stockés, conservés. Donc on mise beaucoup sur le fait d'étaler les récoltes au lieu d'avoir des récoltes massives qui nous inondent et puis il faut transformer ou les perdre. Voilà. Mais je pense que la conservation joue, la transformation et la conservation jouent beaucoup dans une stratégie de sécurité alimentaire. Merci. Ouais, de rien. Je ne me souviens pas depuis combien de temps vous avez lancé ce projet. Donc, la plantation, la plus grande vague de plantation a commencé en 2021. On a planté une 60aine de végétaux en 2020, mais disons 2021. Ouais. Du coup, je me dis, moi je suis confronté des fois sur des arbres de plantes grimpantes comme la salse-pareille ou le lierre. Et de savoir si je vais enlever le lierre, enfin en tout cas couper en bas pour qu'il n'inhibe pas l'arbre. Ou la salse-pareille qui va repousser très rapidement même si je l'enlève. Et je me demande voilà, je sais bien que le lierre c'est très bien l'hiver pour les oiseaux. Mais en même temps, je vois que cet arbre-là, il va tomber bientôt. Déjà, ses voisins sont tombés, etc. Et du coup, c'est une interrogation. Qu'est-ce on peut, je me dis, tiens, on peut laisser un pourcentage pour les oiseaux, mais en même temps, il y en a plein à l'extérieur qui sont envahis par le lierre, ils auront à manger. Donc, je me dis, dans le jardin, dans la parcelle, etc., qu'est-ce que je fais, je me demande. Ouais, je comprends totalement.
Oui, je dirais il y a une question de priorisation. Donc, chez nous, on veille sur les jeunes arbres pour éviter que des plantes grimpantes beaucoup mieux installées et beaucoup plus vigoureuses arrivent à causer des problèmes majeurs à leur croissance. Ça arrive, je pense même aux kiwis ou kiwai, qui sont des plantes volubiles qui grimpent en s'entourant autour des branches et des troncs. Donc on veut éviter un étranglement du jeune arbre. Donc là, on va enlever la plante grimpante et la laisser pousser à côté. Si on a une surabondance d'une plante grimpante qui risque de poser un problème, alors ma seconde pensée, c'est de voir le problème comme une solution, c'est-à-dire l'autoproduction de la biomasse et la restauration du sol. Donc on peut effectivement couper la plante et puis restituer toute sa biomasse par terre pour nourrir la vie du sol et les autres plantes autour. Pour nous, concernant le lierre, je comprends. Pour le moment, dans notre forêt jardin, on n'a pas eu à enlever le lierre. On voit, en fait, en parlant de la zone 5, et le fait d'apprendre et s'inspirer dans la zone 5 où on n'intervient pas et on regarde la végétation dans son état. On a été frappé pendant l'été il y a 2 ans, et c'était pendant la canicule, il faisait super chaud, 15 heures de l'après-midi, et on allait dans la forêt dense et on constatait les feuilles de lierre sont humides. Il y a une condensation de ces feuilles de lierre et personne n'arrose. Mais c'est vraiment remarquable. Et puis on a appris auprès de Hervé Coves, un agronome français plutôt renommé, par rapport aux plantes condensatrices, et spécifiquement le lierre, ces plantes des strates basses peuvent avoir de l'eau qui condense sur leurs feuilles. C'est la vapeur d'eau qui est transpirée par les strates hautes. Et cette vapeur d'eau descend dans la végétation et condense sur les feuilles de lierre. Et puis le lierre absorbe, et les autres plantes condensatrices absorbent l'eau à travers ces feuilles. L'eau entre dans la sève élaborée, descend dans les racines de la plante et dans le réseau mycorhizien, ce qui rend disponible cette eau à l'ensemble de la végétation. Donc l'eau vient de en haut. Ouais. C'est recyclé au sein de l'écosystème. Oui, c'est vraiment remarquable. Donc, nous apprécions le lierre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais l'enlever d'un endroit où il pourrait vraiment gêner, mais on ne touche pas trop au lierre aujourd'hui. Mais on veille, il y a une priorisation des plantes qu'on cultive, c'est clair. Si on a un pêcher avec de la glycine, par exemple, on a une glycine qui était installée il y a peut-être 30 ans chez nous avec un tronc d'un diamètre comme ça. Et elle est puissante et très bien installée. Et elle grimpe librement, on adore parce qu'elle fixe de l'azote dans le sol et participe à la restauration de nos parcelles. Mais quand elle trouve un de nos jeunes arbres fruitiers et quand elle grimpe dessus et plie l'arbre vers le sol, là on va intervenir et merci la glycine, on t'adore, mais il y a des limites. On va récolter sa biomasse et ça l'arrête pas. Une autre chose rapidement, c'est le greffage. Ouais. Jusqu'où le greffage, quoi? Jusqu'où on va greffer du sauvage, par exemple, ou jusqu'où ne pas abuser. Enfin, je sais pas. On trouve que c'est vraiment très intéressant, effectivement, de aussi semer pour la diversité, pour créer de nouvelles variétés. Après, on a un patrimoine d'arbres, de variétés anciennes, qui est vraiment très intéressant, on trouve, pour créer de nouvelles variétés. Parce qu'aujourd'hui, quand on récolte des pépins, ou par exemple dans des pommes du commerce, dans beaucoup de vergers commerciaux, en fait, la variété a été pollinisée avec un pommier à fleurs, par exemple. Donc du coup, les descendants, on a des chances que peut-être ce soit un pommier à fleurs ou un croisement pas très intéressant. Alors que si on plante des variétés anciennes très intéressantes, toutes très intéressantes dans un lieu donné,
et qu'ensuite, quand elles se pollinisent naturellement, on récupère les pépins, et que là on les sème, bah là on va avoir des bons descendants. Ils seront ce qu'ils seront, ils seront nouveaux, mais on aura des bons descendants. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on passe pas mal par le greffage actuellement, pour en fait avoir ces variétés localement et pouvoir ensuite les reproduire aussi par semis et créer des nouvelles variétés. Voilà. Et sinon le greffage en sauvage, on trouve ça super parce que clairement quand c'est par exemple une aubépine ou voilà qui est là, qui est autonome en eau, etc. et qu'on vient greffer dessus, bon bah c'est pas un arbre à installer, elle est déjà installée. Oui, l'important c'est le porte-greffe, quoi. Oui, d'avoir le bon porte-greffe, oui. Vas-y. Oh, vas-y. Donc, j'adore la question. Une chose qui nous guide tout le temps dans nos décisions et nos actions, c'est d'avoir une vision écocentrée. Qu'est-ce qui est le plus dans l'intérêt de l'écosystème? Et si je greffe l'arbre ou pas? Combien de ces arbres on greffe? Est-ce qu'on laisse une partie s'exprimer librement et contribuer à la diversité génétique? Donc, nous avons l'impression qu'il y a un équilibre à trouver. Quand on relocalise la production de notre alimentation, on peut supprimer l'empreinte de la production de cette alimentation et le transport depuis plus loin. Donc, ça peut avoir un impact bénéfique à l'écosystème de greffer, disons, des merisiers sauvages ou des prunelliers ou des aubépines. Si on greffait tout, là, on risque d'entrer dans un appauvrissement génétique de cette espèce parce qu'on ne permet plus à l'espèce de simplement exprimer sa diversité génétique, ce qui est, à notre avis, vachement important pour les années et les décennies à venir pour avoir des variétés qui expriment de nouvelles résistances à la sécheresse ou de nouveaux insectes qui arrivent, par exemple, ou de nouvelles maladies qui évoluent et commencent à toucher de nouvelles espèces. Donc, il y a vraiment cet équilibre entre diversité génétique et puis aussi supprimer l'empreinte écologique de son alimentation en produisant soi-même autant qu'on peut. Bon, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.